Ce soir-là, en garant ma voiture devant le restaurant, j'ai senti mon cœur battre comme celui d'une jeune fille. 6 heures de route. 6 heures à imaginer le sourire d'Aurore quand elle me verrait arriver. 6 heures à répéter mentalement ce que je lui dirais. Ma chérie, je suis si fière de toi. Mais quand j'ai poussé la porte du restaurant, il n'y avait personne. Personne. Juste le serveur qui essuyait les tables vides. J'ai appelé Aurore. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Allô, mamie ?» Sa voix était froide, distante, comme si j'étais une inconnue. « Ma chérie, je suis au restaurant. Le pavillon bleu. Tu m'as bien dit 19 heures, n'est-ce pas ?» Un silence. Puis cette phrase que je n'oublierai jamais. « Ah, mamie, c'était hier. Je m'appelle Laetitia Duret. J'ai 62 ans et voici l'histoire que je dois raconter. Pas pour me venger, pas pour accuser, mais parce que certaines douleurs, quand on les garde en silence, finissent par nous dévorer de l'intérieur. Et peut-être que mon histoire aidera quelqu'un d'autre à comprendre qu'on peut aimer sans s'oublier. Aurore est ma seule petite fille, la fille de mon fils Julien, mort dans un accident de voiture il y a 12 ans. Quand il est parti, Aurore n'avait que 9 ans. Sa mère, Céline, s'est remariée 2 ans plus tard avec un homme d'affaires qui l'a emmenée vivre à Lyon. Moi, je suis restée à Nantes, dans notre grande maison qui sentait encore le tabac de mon mari disparu 3 ans plus tôt. Mais Aurore, c'était mon lien avec Julien. Chaque été, elle venait passer 2 semaines chez moi. On faisait des confitures de fraises dans la cuisine. On regardait les vieux films en noir et blanc que son grand-père adorait. On parlait de tout, de ses rêves, de ses peurs, de l'amour. Je la voyais grandir. Devenir cette jeune femme élégante, aux cheveux châtains coupés au carré, avec ce regard intelligent qui ressemblait tant à celui de Julien. Je l'aimais comme on aime un trésor fragile. Il y a 6 mois, Aurore m'a appelée. « Mamie, j'ai une grande nouvelle. » Sa voix débordait d'excitation. « Je me marie. Il s'appelle Mathieu. Tu vas l'adorer. » Mon cœur s'est gonflé de joie. « Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Quand est-ce que je peux le rencontrer ?»« Bientôt, mamie. Très bientôt. On organise un dîner de fiançailles dans 2 mois. Tu seras ma première invitée. » J'ai commencé à préparer ce moment comme on prépare une fête. J'ai acheté une robe neuve, bleu marine, élégante mais sobre. Je voulais qu'Aurore soit fière de moi. J'ai fait réparer ma vieille Peugeot. 6 heures de route, ce n'est pas rien à mon âge. Et surtout, j'ai ouvert le coffret en bois que je gardais dans ma chambre depuis des années. À l'intérieur, il y avait une bague. Pas n'importe quelle bague. La bague de fiançailles de ma propre mère. Un anneau en or blanc avec un petit diamant discret. Rien d'ostentatoire, mais chargé d'histoire, d'amour, de transmission. Je voulais l'offrir à Aurore le soir du dîner. Cette bague a traversé 3 générations, ma chérie. Maintenant, elle est à toi. J'imaginais ses yeux briller, ses bras autour de mon cou. La veille du dîner, j'ai appelé Aurore pour confirmer l'heure. 19 heures, mamie. Le pavillon bleu, près du parc. Tu te souviens ? Bien sûr, ma chérie. Je pars demain matin. Parfait. À demain. Sa voix était étrange, un peu précipitée, comme si elle voulait raccrocher vite. Mais je n'y ai pas prêté attention. On ne voit jamais les signes quand on ne veut pas les voir. Ce matin-là, je me suis levée à 5 heures. J'ai préparé un thermos de café, vérifié 3 fois que j'avais bien la bague dans mon sac, mis ma robe neuve dans une housse sur le siège arrière, et j'ai pris la route. 6 heures. 6 heures à écouter France Inter. 6 heures à imaginer ce moment. 6 heures à sentir mon cœur se remplir de cette joie simple et pure qu'on ressent quand on aime quelqu'un plus que soi-même. Quand je suis arrivée au pavillon bleu, il était 18h45. Le restaurant était magnifique. Une terrasse fleurie, des lanternes suspendues. Exactement le genre d'endroit qu'Aurore aurait choisi. J'ai garé ma voiture, pris mon sac, respiré profondément. Et je suis entrée. Il n'y avait personne. Le serveur m'a regardé avec un air étonné. « Bonsoir, madame. Vous avez une réservation ?»« Oui. Enfin, ma petite fille a réservé. Aurore Mercier. » Il a consulté son registre. « Ah oui, c'était hier soir, madame. Un grand groupe, une 15aine de personnes. » Mon sang s'est glacé. « Hier ? » ?»« Oui, madame. J'ai appelé Aurore. Mes mains tremblaient. « Allô, mamie ? Ma chérie, je suis au restaurant. Le pavillon bleu. Tu m'as bien dit 19 heures, n'est-ce pas ?» Un silence. Puis, « Ah, mamie, c'était hier. » Sa voix était plate, froide, comme si elle parlait à une démarcheuse téléphonique. « Hier ? Mais tu m'as dit le 17, aujourd'hui. » « Non, mamie, c'était le 16. Je t'ai envoyé un message hier matin pour te rappeler.
J'ai sorti mon téléphone, vérifié mes messages. Rien, rien du tout. Aurore, je n'ai reçu aucun message. Un soupir. Écoute, mamie, je suis en pleine soirée avec les amis de Mathieu. On en reparlera plus tard, d'accord? Et elle a raccroché. Je suis restée là, debout dans ce restaurant vide, avec ma robe neuve dans ma housse et ma bague dans mon sac. Le serveur s'est approché. Ça va, madame? Vous voulez un verre d'eau? J'ai secoué la tête. Non, merci. Je me suis trompée de jour. J'ai souri. Parce que c'est ce qu'on fait quand on a mal. On sourit. On fait semblant. On protège sa dignité. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Je suis remontée dans ma voiture. J'ai posé mon front sur le volant. Et pour la première fois depuis la mort de Julien, j'ai pleuré. Pas de sanglots. Juste des larmes silencieuses qui coulaient, sans s'arrêter. 6 heures de route, pour rien. Mais ce soir-là, en reprenant l'autoroute vers Nantes, je ne savais pas encore. Je ne savais pas que ce n'était que le début. Que ce dîner manqué n'était qu'un signe. Le premier d'une longue série. Je suis rentrée chez moi vers minuit. La maison était plongée dans le noir, froide, silencieuse. J'ai allumé la lumière du salon et j'ai vu le canapé où Aurore s'asseyait toujours, les jambes repliées sous elle, une tasse de chocolat chaud entre les mains. J'ai vu la bibliothèque où elle choisissait des livres au hasard, juste pour sentir l'odeur du papier ancien. J'ai vu le piano droit dans le coin, celui sur lequel elle jouait maladroitement Clair de lune en été, en riant de ses propres fausses notes. Cette maison était remplie d'elle, de nous. J'ai posé mon sac sur la table de l'entrée. La bague était toujours à l'intérieur, dans son écrin de velours bleu nuit. Je l'ai sortie. Je l'ai tenue dans ma paume. Le diamant captait la lumière du lustre, minuscule, modeste, mais d'une beauté qui traversait le temps. Ma mère me l'avait offerte 3 jours avant sa mort. Laetitia, cette bague n'est pas juste un bijou, c'est une promesse, la promesse que l'amour se transmet, que rien ne se perd vraiment. Quand tu auras une petite fille, donne-la lui, et dis-lui qu'elle vient de très loin. J'avais attendu ce moment pendant 12 ans, depuis la mort de Julien, depuis qu'Aurore était devenue mon unique lien avec lui. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où je m'installais toujours pour lire le soir, et j'ai laissé les souvenirs revenir. Aurore est née un 23 décembre. Julien m'avait appelé à 3 heures du matin, la voix tremblante d'émotion. « Maman, elle est là, elle est parfaite, elle te ressemble. » J'avais pleuré au téléphone, des larmes de joie pure. Le lendemain, j'avais pris le premier train pour Paris. Julien et Céline habitaient encore un petit appartement près de la Bastille, à l'époque. 2 pièces minuscules qui sentaient le lait et le savon pour bébé. Quand j'ai pris Aurore dans mes bras pour la première fois, elle a ouvert les yeux. Des yeux noisettes, comme ceux de Julien. « Bonjour, mon petit trésor », j'avais murmuré. « Je suis ta mamie, et je serai toujours là pour toi. » Les premières années, je les voyais souvent. Chaque week-end, je prenais le train. J'apportais des gâteaux faits maison, des vêtements tricotés, des livres d'histoire. Aurore grandissait vite, trop vite. À 3 ans, elle courait partout en riant. À 5 ans, elle me racontait déjà des histoires inventées avec des princesses et des dragons. « Mamie, tu sais quoi? Quand je serai grande, je vivrai dans ta maison, avec toi, pour toujours. Oh, ma chérie, tu seras peut-être mariée avec tes propres enfants. Non, je resterai avec toi, parce que tu fais les meilleures crêpes du monde. » Je riais, je la serrais contre moi. Je respirais l'odeur de ses cheveux qui sentaient la vanille. Puis, Julien est mort. Un camion qui avait grillé un feu rouge. Une matinée de novembre pluvieuse. Une seconde d'inattention. Et plus rien. Plus de fils. Plus de rires dans ma cuisine. Plus de coups de téléphone le dimanche matin. Aurore avait 9 ans. Je me souviens de l'enterrement. Elle portait une robe noire trop grande pour elle. Elle se tenait entre Céline et moi, silencieuse, les yeux secs. Elle n'a pas pleuré. Pas ce jour-là. Mais le soir, quand tout le monde était parti, elle est venue me trouver dans la cuisine. « Mamie, papa va revenir ?» J'ai posé mon torchon, je me suis agenouillée devant elle. « Non, ma chérie, papa ne reviendra pas. » Pourquoi ? Parce que parfois, la vie fait des choses qu'on ne comprend pas. Mais papa t'aimait tellement, Aurore. Et cet amour-là, il est toujours là. Dans ton cœur. Elle m'a regardée avec ses grands yeux noisettes. « Et toi, mamie, tu vas partir aussi ?»« Non, mon trésor. Moi, je reste. Toujours. » Elle s'est jetée dans mes bras. Et là, elle a pleuré. Longtemps. Je l'ai bercée, en lui chantonnant une vieille berceuse que ma propre mère me chantait.
Après la mort de Julien, Céline a changé. Elle était plus distante, plus froide, comme si la douleur l'avait vidée de toute chaleur. Elle a rencontré Philippe 2 ans plus tard. Un homme d'affaires, élégant, riche, poli, mais distant. Laetitia, Philippe a une opportunité à Lyon. On va déménager. Mon cœur s'est serré. Et Aurore, elle vient avec nous, évidemment. Je veux dire, je pourrais toujours la voir? Céline a hésité. Bien sûr, mais vous comprenez, avec la distance, ce sera moins fréquent. Moins fréquent. C'est devenu 1 fois par mois, puis 1 fois tous les 2 mois, puis juste les vacances. Mais chaque été, Aurore venait passer 2 semaines chez moi. Et ces 2 semaines, c'était ma vie. Je préparais sa chambre des semaines à l'avance. Je changeais les draps. Je mettais des fleurs fraîches sur la commode. J'achetais ses biscuits préférés, les petits sablés à la confiture de framboise. Quand elle arrivait, je la serrais si fort qu'elle riait. « Mamie, tu m'étouffes ?»« Pardon, ma chérie. C'est juste que tu m'as manqué. » On faisait tout ensemble. Le matin, on allait au marché. Aurore choisissait les fruits. Elle aimait toucher les pêches pour vérifier qu'elles étaient mûres. « Celle-là, mamie, elle est parfaite. Tu as un don, ma chérie. » L'après-midi, on jardinait. Aurore adorait arracher les mauvaises herbes. Elle disait que ça la calmait. À Lyon, on n'a pas de jardin, juste un balcon avec des pots. C'est pas pareil. Tu sais, ma chérie, tu peux venir ici quand tu veux. Cette maison est aussi la tienne. Elle souriait. Je sais, mamie. Le soir, on s'installait dans le salon. Je lui lisais des poèmes de Prévert. Elle adorait les feuilles mortes. Mamie, pourquoi les gens écrivent des poèmes tristes? Parce que la tristesse, ma chérie, c'est aussi de la beauté. C'est ce qui nous rappelle qu'on est vivant, qu'on a aimé. Elle réfléchissait, la tête appuyée sur mon épaule. Moi, je n'écrirai que des poèmes joyeux. Alors, je serai ta première lectrice. Quand elle a eu 16 ans, Aurore a commencé à changer. Elle parlait moins. Elle regardait son téléphone tout le temps. Elle soupirait quand je lui proposais d'aller au marché. « Mamie, je peux rester ici? J'ai des devoirs. » « Bien sûr, ma chérie. » Mais je savais qu'elle n'avait pas de devoirs. Elle passait juste ses journées sur Instagram, à regarder des photos de ses amis à la plage. Céline m'avait prévenu. « Laetitia, c'est l'adolescence. Ça passe. » Et c'était vrai. À 18 ans, Aurore est redevenue elle-même, plus mature, plus douce. Elle m'appelait régulièrement. Elle me racontait ses études de design graphique, ses projets, ses rêves. « Mamie, un jour, je monterai ma propre agence, et tu seras ma première cliente. Qu'est-ce que tu me créeras? Un logo pour tes confitures. Tu pourras les vendre au marché. Les confitures de Laetitia. Ça sonne bien, non? » On riait tellement. À 20 ans, elle est venue passer Noël chez moi. Céline et Philippe étaient repartis aux Maldives. Aurore avait refusé de les accompagner. « Je préfère être avec toi, mamie. » Ce Noël-là, c'était le plus beau de ma vie. On a décoré le sapin ensemble. On a fait des biscuits en forme d'étoile. On a regardé « La vie est belle » en buvant du chocolat chaud. Le soir du réveillon, après le dîner, Aurore m'a tendu un paquet. « Tiens, mamie, c'est pour toi. » J'ai ouvert. C'était un cadre photo. À l'intérieur, il y avait une photo de nous deux. Dans le jardin. Elle avait 8 ans. Je lui apprenais à planter des tulipes. On souriait toutes les deux. En bas du cadre, elle avait écrit à la main « Merci d'être ma maison ». J'ai pleuré. « Oh, ma chérie ». Elle m'a serré dans ses bras. « Je t'aime, mamie. Plus que tout. Moi aussi, mon trésor. Moi aussi. » Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cette photo, je l'ai toujours gardée sur ma table de chevet. Chaque matin, en me réveillant, je la regardais. Et je me disais que tant qu'Aurore m'aimait, rien d'autre n'avait vraiment d'importance. Mais les choses changent. Les gens changent. Et parfois, on ne voit pas les signes, parce qu'on ne veut pas les voir. Il y a 1 an, Aurore a commencé à espacer ses appels. Avant, elle m'appelait tous les dimanches. Puis, c'est devenu tous les 15 jours. Puis, 1 fois par mois. Quand je l'appelais, elle répondait toujours. Mais sa voix était différente, pressée, distraite. « Mamie, je suis au boulot, je te rappelle. »« Mamie, je suis avec des amis, on parle plus tard. »« Mamie, je suis crevée, je t'embrasse. » Et elle ne me rappelait jamais. J'essayais de ne pas m'inquiéter. Elle est jeune, elle a sa vie, c'est normal. Mais au fond de moi, quelque chose commençait à se fissurer. Cette certitude que j'avais toujours eue, cette certitude qu'Aurore et moi, c'était indestructible. Puis, il y a 6 mois, elle m'a annoncé son mariage. Et mamie, j'ai une grande nouvelle. Et pendant un instant,
J'ai retrouvé ma petite fille, celle qui me racontait tout, celle qui me considérait comme sa confidente. Je me marie. Il s'appelle Mathieu. Tu vas l'adorer. J'étais tellement heureuse, tellement soulagée. Oh ma chérie, c'est merveilleux. Raconte-moi tout. Comment vous êtes-vous rencontrés? Au travail. Il est directeur marketing dans la boîte où je fais mon stage. Il est génial, mamie. Intelligent, ambitieux. Et il m'aime vraiment. J'ai hâte de le rencontrer. Bientôt, mamie. On organise un dîner de fiançailles. Tu seras ma première invitée. Après cet appel, j'ai flotté pendant des jours. Je racontais à mes voisines que ma petite fille se mariait. Je montrais sa photo sur mon téléphone. Regardez comme elle est belle. Oh Laetitia, vous devez être si fière. Je le suis. Elle est toute ma vie. J'ai commencé à préparer son cadeau, la bague. Je l'ai fait nettoyer chez un bijoutier. Il m'a dit qu'elle valait au moins 3000 €. Mais pour moi, elle n'a pas de prix, j'avais répondu. J'ai aussi ouvert un livret d'épargne. 15 000 €. C'était tout ce que j'avais mis de côté depuis des années. Mais je voulais l'offrir à Aurore pour l'aider à démarrer sa vie. Une maison, des meubles, un voyage. Fais-en ce que tu veux, ma chérie. 2 semaines avant le dîner, j'ai reçu une carte, une invitation. Sur le devant, il y avait une photo d'Aurore et Mathieu. Ils souriaient, devant un coucher de soleil. À l'intérieur, c'était écrit en lettres dorées. Aurore et Mathieu ont la joie de vous inviter à célébrer leurs fiançailles. Le 16 septembre, 19 h. Le pavillon bleu, Lyon. J'ai accroché cette carte sur le frigo. Je la regardais chaque matin en prenant mon café. Le 16 septembre. J'ai compté les jours, comme une enfant qui attend Noël. Mais voilà. Le 16 septembre, quand je suis arrivée au pavillon bleu après 6 heures de route, il n'y avait personne, parce que le dîner avait eu lieu la veille, le 15 septembre, et Aurore ne m'avait pas prévenue. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai relu l'invitation. Encore et encore. Le 16 septembre. C'était écrit noir sur blanc. Ce n'était pas moi qui m'étais trompée. C'était elle qui avait changé la date, sans me dire. J'ai posé la bague sur ma table de nuit, à côté de la photo où Aurore avait écrit « Merci d'être ma maison ». Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis demandé si j'avais encore une place dans sa vie, ou si j'étais juste devenue un fantôme, une vieille femme encombrante, qu'on oublie. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la lumière du soleil sur le visage. Pendant 1 seconde, j'ai oublié. Puis, tout est revenu. Le restaurant vide, la voix froide d'Aurore, les 6 heures de route pour rien. J'ai regardé mon téléphone. Aucun message, aucun appel, pas même un « désolé, mamie », rien. Je me suis levée lentement. Mes articulations craquaient. Mon dos me faisait mal. À 62 ans, on sent chaque émotion dans son corps. La tristesse, c'est un poids sur la poitrine. La déception, c'est une fatigue dans les os. Je suis descendue à la cuisine. J'ai préparé du café. Je me suis assise à la table, devant la fenêtre qui donnait sur le jardin. Les roses commençaient à faner. Il fallait que je les taille, mais je n'en avais pas la force. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai relu notre dernière conversation. Moi, ma chérie, je confirme pour demain soir. 19 h au pavillon bleu. J'ai tellement hâte de te voir. Aurore. Ok, mamie. 2 lettres. Ok, mamie. Avant, elle m'aurait répondu, moi aussi j'ai hâte, mamie. Je t'aime fort. Mais là, juste. Ok, mamie. Froid. Distant. Comme si j'étais une corvée sur sa liste de choses à faire. J'ai remonté notre historique de messages. Il y a 6 mois, quand elle m'avait annoncé son mariage, Aurore, mamie, j'ai une grande nouvelle, je me marie. Moi, oh ma chérie, quelle merveilleuse nouvelle, je suis si heureuse pour toi. Aurore, merci mamie. Tu es la première personne à qui je l'annonce, parce que tu comptes plus que tout pour moi. Tu comptes plus que tout pour moi. Comment était-on passé de ça à ok mamie en 6 mois? J'ai essayé de trouver des explications. Elle est débordée. Les préparatifs d'un mariage, c'est stressant. Elle a fait une erreur avec les dates. Ça arrive. Elle va m'appeler pour s'excuser. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait quelque chose que je ne voulais pas entendre. Ce n'était pas une erreur. À 11 h, j'ai reçu un message. Mon cœur a bondi. C'était elle. Enfin, j'ai ouvert le message. Aurore. Salut mamie. Désolée pour hier. J'espère que tu n'es pas venue pour rien. Bisous. J'ai relu. 3 fois. J'espère que tu n'es pas venue pour rien. Elle espérait. Elle ne savait pas. Elle ne m'avait même pas demandé. Mamie, tu es venue? Ça va? Je suis désolée. Non, juste. J'espère que tu n'es pas venue pour rien. Mes mains tremblaient. J'ai écrit une réponse. Ma chérie, oui, je suis venue. J'ai fait 6 heures de route. Quand je suis arrivée, le restaurant était vide. Le serveur m'a dit que c'était la veille. Pourquoi tu ne m'as pas prévenue? J'ai relu.
Ça avait l'air accusateur. J'ai effacé, j'ai réécrit. Ma chérie, il y a eu un malentendu. Sur l'invitation, c'était écrit le 16, mais le serveur m'a dit que c'était le 15. Je suis un peu perdue. J'ai relu. Ça avait l'air pathétique. J'ai effacé. Finalement, j'ai écrit « Ne t'inquiète pas, ma chérie. J'espère que la soirée était belle. Je t'embrasse fort. » J'ai appuyé sur « Envoyer ». Elle a répondu 2 heures plus tard. « Aurore. Oui, c'était génial. Mathieu était tellement content. Merci, mamie. Merci, mamie. Merci pourquoi ? Pour ne pas avoir fait de scandale ? Pour avoir avalé l'humiliation en silence ? J'ai posé mon téléphone. J'ai regardé par la fenêtre. Une pie s'était posée sur la pelouse. Elle picorait quelque chose dans l'herbe. Libre, insouciante. J'enviais cet oiseau. Les jours suivants, j'ai essayé de continuer normalement. Je suis allée au marché. J'ai jardiné. J'ai lu. Mais tout me ramenait à Aurore. Chaque coin de cette maison portait son empreinte. Sa chambre, où ses livres d'adolescence étaient encore rangés sur l'étagère. La cuisine, où on faisait des crêpes ensemble le dimanche matin. Le salon, où elle s'allongeait sur le canapé en regardant des séries. « Mamie, viens t'asseoir avec moi. J'arrive, ma chérie. Le temps de finir ma vaisselle. »« Laisse la vaisselle. Viens. » Et je m'asseyais, et elle posait sa tête sur mon épaule. « Tu sens bon, mamie. Tu sens la maison. » Maintenant, cette maison était juste, vide, pleine de souvenirs, mais vide. Une semaine après le dîner manqué, j'ai appelé ma voisine, Marguerite. Marguerite a 75 ans, veuve depuis 10 ans. On prend le café ensemble tous les jeudis. « Laetitia, vous avez l'air fatiguée. Ça va ?» J'ai hésité, puis j'ai raconté. Le dîner, les 6 heures de route, le restaurant vide, le message froid d'Aurore. Marguerite m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a posé sa tasse. « Laetitia, vous voulez mon avis honnête ? » « Oui. Votre petite fille vous a manqué de respect. » J'ai baissé les yeux. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Un malentendu ? Laetitia, vous avez l'invitation. C'était écrit le 16. Si elle a changé la date, elle aurait dû vous prévenir. Et surtout, elle aurait dû s'excuser. Vraiment s'excuser. Elle est peut-être débordée. Marguerite a secoué la tête. Débordée ou pas, on ne traite pas sa grand-mère comme ça. Surtout pas une grand-mère qui a fait 6 heures de route. Ces mots m'ont fait mal. Parce qu'au fond, je savais qu'elle avait raison. Mais admettre ça, c'était admettre que quelque chose s'était cassé entre Aurore et moi. Et je n'étais pas prête. Marguerite, Aurore a perdu son père à 9 ans. Elle a été arrachée de Paris pour aller vivre à Lyon avec un beau-père qu'elle connaissait à peine. Elle a grandi sans stabilité. Je suis tout ce qui lui reste de Julien. Je ne peux pas lui en vouloir. Marguerite m'a pris la main. Laetitia, je comprends. Mais parfois, on pardonne trop. On excuse trop. Et les gens finissent par penser qu'ils peuvent tout se permettre. J'ai avalé ma salive. Qu'est-ce que je devrais faire alors ? Attendez. Observez. Et si ça se reproduit ? Poser des limites ? Des limites. Le mot sonnait étrange dans ma bouche. Comment pose-t-on des limites à quelqu'un qu'on aime plus que soi-même ? 2 semaines plus tard, Aurore m'a appelé. C'était un samedi après-midi. J'étais dans le jardin, en train de tailler les rosiers. « Allô, mamie ?» Sa voix était gaie, légère, comme si rien ne s'était passé. « Bonjour, ma chérie. Ça va ? » « Oui, et toi ? » ?»« Super. Écoute, mamie, je t'appelle parce qu'on a fixé la date du mariage. » Mon cœur s'est accéléré. « Ah oui ? Quand ? » ?»« Le 15 décembre. Ça te va ? » ?»« Bien sûr, ma chérie, je serai là. »« Génial. On va t'envoyer une invitation officielle. »« D'accord. » Un silence. Puis j'ai osé. « Aurore, pour le dîner de fiançailles. Je suis désolée de ne pas avoir été là. » Elle a ri. Pas un rire joyeux, un rire gêné. « Ah oui, c'était un peu le bazar avec les dates. Mais c'est pas grave, mamie. L'important, c'est que tu sois là pour le mariage. »« Bien sûr. Bon, je te laisse. J'ai rendez-vous chez le traiteur. Bisous. » Et elle a raccroché. J'ai posé mon téléphone. J'ai regardé mes mains. Elles étaient sales de terre, griffées par les épines des rosiers. Je saignais un peu au niveau du pouce, mais je ne sentais rien. C'était un peu le bazar avec les dates. Voilà. Pas d'excuses, pas de « je suis désolée, mamie, j'aurais dû te prévenir ». Juste, c'était un peu le bazar. Et l'important, c'est que tu sois là pour le mariage. Comme si ma présence était juste une case à cocher sur sa liste. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je repensais à tout, à la dernière année, aux appels de plus en plus espacés, aux réponses de plus en plus courtes, aux « ok mamie » et aux « bisous mamie » sans émotion. Et maintenant, ce dîner manqué qu'elle balayait d'un « c'était un peu le bazar ». Il y avait eu d'autres signes, des petits, des détails que j'avais ignorés. Il y a 8 mois, pour mon anniversaire,
Avant, Aurore m'appelait toujours le matin, à 7 heures pile, dès qu'elle se réveillait. « Joyeux anniversaire, mamie. Tu as quel âge déjà? 80 ans? Arrête de te moquer, petite insolente. » On riait. Elle me chantait « Joyeux anniversaire » avec une voix fausse exprès. Puis elle me demandait « Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? » « Ta présence, ma chérie. C'est tout ce que je veux. » Mais cette année-là, pour mes 62 ans, elle m'avait envoyé un message à 14 heures. « Joyeux anniv, mamie. » C'est tout. Pas d'appel, pas de chanson. Juste un message. J'avais attendu toute la matinée, en pensant qu'elle m'appellerait. Mais non. Il y a 6 mois, quand elle m'avait annoncé son mariage, je lui avais proposé de l'aider à organiser. « Ma chérie, si tu veux, je peux venir à Lyon quelques jours. On pourrait visiter des salles ensemble, choisir ta robe. » Elle avait hésité. « C'est gentil, mamie, mais Céline veut s'en occuper. Tu sais comment elle est. »« Ah, d'accord. Mais tu seras là pour le mariage, c'est ça le plus important. » Encore cette phrase. C'est ça le plus important. Comme si tout le reste, les préparatifs, les moments partagés, l'implication, ne comptaient pas. Il y a 4 mois, je lui avais envoyé un colis, des confitures de fraises, ses préférées. J'en avais fait 10 pots, avec les fraises de mon jardin. J'avais écrit une petite carte, pour ma petite fille adorée, que ces confitures te rappellent nos étés ensemble. Je t'aime, mamie. Elle m'avait envoyé un message 3 semaines plus tard. Merci pour les confitures, mamie. 3 semaines. Et juste, merci pour les confitures. Pas, elles sont délicieuses. Pas, ça me rappelle tellement de souvenirs. Juste, merci. Tous ces signes, tous ces petits retraits, ces petites négligences. J'avais fait semblant de ne pas les voir, parce que je ne voulais pas croire que ma petite fille, ma chérie, mon trésor, était en train de m'oublier. Mais maintenant, allongée dans mon lit à 3 heures du matin, je ne pouvais plus ignorer la vérité. Quelque chose avait changé. Et ce n'était pas juste un peu le bazar avec les dates. C'était plus profond, plus douloureux. Je me suis levée, je suis descendue au salon, j'ai allumé la lumière. Sur le manteau de la cheminée, il y avait une rangée de photos encadrées. Aurore à 2 ans, avec une glace à la vanille sur le nez. Aurore à 8 ans, dans le jardin, avec un chapeau de paille trop grand. Aurore à 16 ans, le jour de son bac, souriante. Aurore à 20 ans, à Noël, avec le cadre photo qu'elle m'avait offert. Merci d'être ma maison. J'ai pris cette photo dans mes mains. J'ai regardé son visage, ses yeux, ce sourire. Où es-tu passée, ma chérie? Où es-tu partie? Et pour la première fois, une pensée terrible a traversé mon esprit. Une pensée que je n'avais jamais osé formuler. Et si elle ne t'aimait plus comme avant? Et si tu n'étais plus importante pour elle? Et si tu étais devenue juste une obligation? J'ai reposé la photo. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait trop vite. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où je lisais le soir, celui où Aurore s'asseyait avec moi quand elle était petite. Lis-moi une histoire, mamie. Laquelle? Celle de la princesse qui sauve le prince. Tu veux dire celle où le prince sauve la princesse? Non, celle où la princesse sauve le prince, parce que les filles sont plus fortes? Je riais. Tu as raison, ma chérie. Les filles sont plus fortes. Mais maintenant, je ne me sentais pas forte. Je me sentais vieille, fatiguée et inutile. Le lendemain, j'ai reçu l'invitation officielle pour le mariage. Une enveloppe épaisse, crème, élégante. À l'intérieur, un carton avec des lettres dorées en relief. Aurore Mercier et Mathieu Legrand ont la joie de vous inviter à célébrer leur union. Le 15 décembre, 15 heures. Château de Montclair, Lyon. Au dos, il y avait une petite note manuscrite, de l'écriture d'Aurore. « Mamie, j'espère que tu pourras venir. Ce serait tellement important pour moi. Bisous, Aurore. » J'ai relu cette note 3 fois. « J'espère que tu pourras venir. » Espère. Comme si c'était une possibilité, pas une certitude. Comme si elle envisageait que je ne vienne pas. Ou pire, comme si, au fond, ça ne changerait pas grand-chose. J'ai posé l'invitation sur la table. J'ai regardé la bague, toujours dans son écrin. Et j'ai su. J'ai su que quelque chose de précieux était en train de se briser. Quelque chose que j'avais construit pendant 21 ans. Quelque chose que je pensais indestructible. Mais on ne voit jamais les fissures quand elles commencent. On les voit quand tout s'effondre. Les semaines qui ont suivi l'invitation, j'ai essayé de me convaincre que tout allait bien, que j'exagérais, que j'étais trop sensible. C'est l'âge, Laetitia. Tu deviens émotive pour un rien. Je me répétais ça tous les matins, devant le miroir de la salle de bain, comme une prière, comme un mensonge qu'on se dit jusqu'à ce qu'il devienne vrai.
J'ai appelé Aurore plusieurs fois, toujours pour des prétextes. Ma chérie, j'ai vu une recette de gâteau aux noix dans un magazine. Tu te souviens? C'était ton préféré quand tu étais petite. Tu veux que je te l'envoie? Oui, mamie, envoie. Sa voix était distraite. J'entendais du bruit derrière elle, des voix, des rires. Tu es occupée? Un peu? On est chez des amis de Mathieu? Ah, d'accord, je te laisse. Ok, mamie. Bisous. Clic. Une autre fois, je l'ai appelée pour lui parler d'une émission que j'avais regardée. Une émission sur les mariages traditionnels en France. Ma chérie, il y avait une mariée qui portait une robe magnifique, avec de la dentelle de Calais. Ça m'a fait penser à toi. Tu as déjà choisi ta robe? Pas encore, mamie. Céline m'accompagne la semaine prochaine. Ah, un silence. Tu veux que je vienne aussi? C'est gentil, mamie, mais... Tu sais, Céline a déjà tout organisé. Et puis, le trajet depuis Nantes, c'est long. Ce n'est pas un problème, ma chérie. Je peux prendre le train. Non, non, c'est bon. On t'enverra des photos. D'accord. Bon, je dois y aller, mamie. Je t'embrasse. Clic. Chaque fois, c'était pareil. Des conversations courtes, des excuses polies, des promesses vagues. On t'enverra des photos. On se voit bientôt. Je te rappelle. Et je restais là, avec mon téléphone dans la main, et ce poids sur la poitrine qui grandissait. Mais je continuais à appeler, à envoyer des messages, à faire semblant que tout était normal, parce que c'est ce qu'on fait quand on a peur de perdre quelqu'un. On s'efface, on se fait petite, on espère que si on est assez gentille, assez discrète, assez accommodante, la personne finira par nous voir, par nous aimer de nouveau. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Un matin, j'ai reçu un message de Céline, la mère d'Aurore. On ne se parlait pas beaucoup, juste les politesses d'usage, les vœux à Noël, les « Comment allez-vous » sans vraiment attendre de réponse. Mais ce jour-là, elle m'a écrit « Céline. Bonjour Laetitia, j'espère que vous allez bien. Aurore m'a dit que vous seriez présente au mariage. Je voulais juste vous informer que nous organisons aussi un déjeuner de famille la veille, le 14 décembre à midi. Chez nous, si vous voulez venir, vous êtes la bienvenue. » J'ai relu le message. Si vous voulez venir, vous êtes la bienvenue. Pas « Nous serions ravis de vous avoir ». Pas « Aurore aimerait beaucoup que vous soyez là ». Non. Si vous voulez venir, vous êtes la bienvenue. Comme une invitation de courtoisie, une formalité. Mais j'ai répondu « Merci beaucoup Céline. Je viendrai avec plaisir. » Elle a répondu 2 heures plus tard. « Parfait. À bientôt. » C'est tout. J'ai repensé à cette époque, juste après la mort de Julien. Céline et moi, on s'était rapprochés. Enfin, je pensais qu'on s'était rapprochés. On pleurait ensemble. On se soutenait. Je gardais Aurore tous les week-ends pour que Céline puisse souffler. Laetitia, je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Ne dites pas ça, Céline. On est une famille. Elle m'avait serré dans ses bras. Et pendant un instant, j'avais cru que le malheur nous avait unis. Mais après son remariage avec Philippe, tout avait changé. Elle était devenue distante, polie, mais froide, comme si elle voulait tourner la page, oublier Julien, et par extension, m'oublier moi aussi. Un jour, quelques mois après leur mariage, je lui avais proposé de venir passer un week-end à Nantes avec Aurore. Comme avant, vous vous souvenez? On faisait des promenades au parc, on cuisinait ensemble. Céline avait souri, un sourire poli. C'est gentil, Laetitia, mais vous comprenez, avec Philippe, on essaie de créer notre propre famille, nos propres traditions. Nos propres traditions. J'avais compris. J'étais du passé. Philippe était l'avenir. Depuis, on s'était vus de moins en moins. Juste aux anniversaires d'Aurore, parfois. Et encore, les 2 dernières années, je n'avais même pas été invitée. Mamie, on fait juste un truc petit cette année. Avec les amis. Ah, d'accord, ma chérie. Mais maintenant, pour le mariage, Céline m'invitait au déjeuner de famille. J'aurais dû être contente. J'aurais dû me dire, enfin, on me considère encore. Mais au fond, je savais. Je savais que si elle m'invitait, c'était parce qu'elle n'avait pas le choix. Parce que ne pas inviter la grand-mère au déjeuner de famille la veille du mariage, ça aurait fait mauvais genre. 2 semaines avant le mariage, j'ai commencé mes préparatifs. J'ai acheté une robe élégante, bleu roi, avec une petite veste assortie. J'ai essayé plusieurs boutiques. J'ai passé des heures devant les miroirs. « Vous êtes ravissante, madame », disait la vendeuse. « Vous croyez? Je ne veux pas paraître vieille. Mais non, cette couleur vous va à merveille. » J'ai acheté la robe, 350 €, une fortune pour moi. Mais je voulais qu'Aurore soit fière de moi. Je voulais qu'elle me regarde et qu'elle se dise « C'est ma mamie. Elle est belle. » J'ai aussi acheté un cadeau,
Enfin, j'avais déjà la bague. Mais je voulais offrir quelque chose de plus. Quelque chose qui leur serait utile. J'ai ouvert mon livret d'épargne. 15 000 €. Toutes mes économies. J'ai retiré 10 000. J'ai préparé un chèque. Et j'ai écrit une carte. Ma chérie adorée. Voici ma contribution pour ton nouveau départ avec Mathieu. Que cet argent vous aide à construire votre nid. Une maison. Des meubles. Ou simplement un beau voyage. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux au monde. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Mamie. J'ai relu cette carte 10 fois, 20 fois. J'avais l'impression d'être pathétique, d'en faire trop. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'avais besoin qu'elle sache, qu'elle comprenne, que malgré tout, malgré la distance, malgré les silences, je l'aimais. La veille du départ pour Lyon, j'ai appelé Aurore. « Allô, mamie ? Bonjour, ma chérie. Je voulais juste confirmer. Je pars demain matin pour Lyon. »« Ah oui, c'est vrai. » Un silence. « Tu as hâte ?» Elle a ri. « Hâte ? Mamie, je suis stressée à mort. Il y a encore 1000 choses à régler. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout va être parfait. J'espère. Bon, écoute, je dois filer. Je te vois demain au déjeuner, d'accord ? D'accord. Bisous, mamie. Clic. J'ai posé mon téléphone. J'ai regardé autour de moi. Ma valise était prête, posée près de la porte. À l'intérieur, il y avait ma robe neuve, mes chaussures, mon nécessaire de toilette. Et dans mon sac à main, j'avais glissé l'écrin avec la bague et l'enveloppe avec le chèque. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je repensais à tout, à ces derniers mois, aux signes, au silence, à cette sensation grandissante d'être exclu. Mais je me répétais, après le mariage, tout redeviendra comme avant. Elle est juste stressée. C'est normal. Une fois qu'elle sera mariée, installée, elle aura plus de temps. On se verra plus souvent. Je me raccrochais à ça, à cet espoir, parce que c'était tout ce que j'avais. Le lendemain matin, je me suis levée à 6 heures. J'ai pris une douche, préparé mon café, vérifié une dernière fois ma valise. Tout était prêt. J'ai fermé la maison à clé. Je suis montée dans ma voiture et j'ai pris la route. Lyon. 4 heures de trajet. J'ai mis France Musique, du Debussy, du Satie. De la musique douce pour calmer mon cœur qui battait trop vite. J'avais l'impression d'aller à un examen, comme si je devais prouver quelque chose. Être à la hauteur, ne pas décevoir. En chemin, je me suis arrêtée dans une station-service. J'ai bu un café, mangé un croissant. Il y avait une jeune femme à la table d'à côté. Elle parlait au téléphone. « Maman, arrête de stresser. Tout va bien se passer. Oui, j'ai pensé aux fleurs. Oui, j'ai confirmé avec le traiteur. Maman, je t'aime, mais tu dois me faire confiance. » Elle a raccroché en souriant. Puis elle a vu que je la regardais. « Désolée, ma mère est un peu envahissante. » J'ai souri. « C'est normal. Les mères s'inquiètent toujours. » Oui, mais des fois, j'aimerais juste qu'elle me laisse respirer, vous voyez ? J'ai hoché la tête. Mais au fond de moi, j'ai pensé, au moins, ta mère est dans ta vie. Au moins, elle peut t'envahir. Je suis repartie. J'ai roulé encore 2 heures. Et enfin, j'ai vu les panneaux. Lyon, 30 km. Mon cœur battait de plus en plus fort. Je suis arrivée chez Céline et Philippe à 11h30. Une grande maison moderne, tout en verre et en béton, avec un jardin impeccable. J'ai garé ma voiture dans l'allée. J'ai pris une grande inspiration. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. Mes cheveux étaient bien coiffés. Mon maquillage discret. « Ça va aller, Laetitia. » J'ai sonné. Philippe a ouvert. « Bonjour, Laetitia. »« Bonjour, Philippe. » On s'est serré la main. Froidement, poliment, comme 2 étrangers. « Entrez. Les autres sont dans le salon. » Je suis entrée. Le salon était immense, lumineux, avec des canapés en cuir blanc et une grande baie vitrée qui donnait sur une piscine. Il y avait une dizaine de personnes, des gens que je ne connaissais pas, des amis de Philippe sans doute. Et au fond, près de la cheminée, il y avait Aurore. Elle portait un jean et un pull en cachemire beige. Ses cheveux étaient attachés en chignon. Elle riait avec un homme que je ne connaissais pas. Mathieu, probablement. « Aurore », j'ai appelé doucement. Elle s'est retournée, elle m'a vue. Et pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir une lueur dans ses yeux. Quelque chose comme de la tendresse. Mais ça a disparu aussitôt. « Ah, mamie, tu es là. » Elle s'est approchée. Elle m'a fait la bise. 2 bises rapides, comme on embrasse une connaissance. Pas comme on embrasse sa grand-mère qu'on n'a pas vue depuis des mois. « Bonjour, ma chérie. Ça va ? Le trajet s'est bien passé ? » « Oui, très bien. Cool. Bon, viens, je te présente Mathieu. » Mathieu était grand, brun, costume cravate même pour un déjeuner de famille. Il m'a serré la main. Fort, trop fort. « Enchantée, Madame Duret. »
Aurore m'a beaucoup parlé de vous. Ah oui? Il a souri. Un sourire professionnel. Oui. Elle m'a dit que vous faisiez les meilleures confitures de France. J'ai essayé de sourire. C'est gentil. Puis Aurore m'a prise par le bras. Bon mamie, installe-toi. Le déjeuner va bientôt être servi. Elle m'a guidée vers le canapé. Puis, elle est repartie. Vers les autres, vers les rires, vers sa nouvelle vie. Je me suis assise, seule. Personne ne m'a adressé la parole. Les gens discutaient entre eux. De choses que je ne comprenais pas. Des blagues internes. Des anecdotes sur des gens que je ne connaissais pas. Céline est passée. Laetitia, vous voulez boire quelque chose? Un verre d'eau, s'il vous plaît. Pas de champagne? Non, merci. Je dois conduire demain. Ah oui, c'est vrai. Elle est partie chercher mon eau. Je suis restée là, assise, les mains sur mes genoux, à regarder ces gens rire et parler. Et Aurore, au milieu d'eux, rayonnante, sans un regard pour moi. Au bout d'un moment, une femme s'est assise à côté de moi. Elle avait environ 50 ans. Blonde, élégante. Bonjour, vous êtes de la famille? Oui, je suis la grand-mère d'Aurore. Ah, enchantée. Je suis Isabelle, la tante de Mathieu. Enchantée. Un silence. Vous devez être fière. Aurore est une jeune femme charmante. Oui, elle est merveilleuse. Isabelle a souri. Et elle épouse un homme merveilleux. Mathieu a un bel avenir devant lui. Directeur marketing à 32 ans, c'est impressionnant. Oui, ils vont bien ensemble. Ils sont assortis. Assortis. J'ai répété le mot. Mais je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Le déjeuner a été servi. Un buffet, des plats raffinés, du saumon fumé, des crevettes, des salades composées. Tout était beau, tout était parfait. Mais je n'avais pas faim. Je me suis servi un peu de salade. Je me suis rassise. Aurore était à l'autre bout de la pièce. Elle riait, elle parlait. Elle était heureuse. Et moi, j'étais invisible. À un moment, nos regards se sont croisés. J'ai souri. Elle a souri aussi. Puis elle a détourné les yeux. Après le déjeuner, les gens ont commencé à partir. Je suis allée voir Aurore. Ma chérie, je vais y aller aussi. Je vais m'installer à l'hôtel. Ah oui, c'est vrai. Tu es où? À l'hôtel du Parc, pas loin du château de Montclair. Ok. Bon, repose-toi bien. Demain, c'est le grand jour. Oui? Un silence. Ma chérie, ça va? Tu n'es pas trop stressée? Elle a soupiré. Si, un peu, mais ça va aller. Si tu as besoin de quoi que ce soit, merci, mamie. Mais tout est sous contrôle. Sous contrôle. Encore ces mots. Froid. Distant. Je suis partie. J'ai remonté l'allée jusqu'à ma voiture. Personne ne m'a raccompagnée. Personne ne m'a dit au revoir. Juste Céline qui m'a fait un signe de la main depuis le seuil. J'ai roulé jusqu'à l'hôtel. Une petite chambre. Propre. Impersonnelle. J'ai posé ma valise. Je me suis assise sur le lit. Et j'ai pleuré. Je pleurais parce que je venais de comprendre. Comprendre que je m'étais trompée. Que j'avais cru à quelque chose qui n'existait plus. Que cette petite fille qui me disait « Tu es ma maison », cette petite fille n'existait plus. À sa place, il y avait une jeune femme qui avait une nouvelle vie, une nouvelle famille. Et dans cette nouvelle vie, je n'avais plus ma place. J'étais juste un vestige du passé. Une obligation, une case à cocher. Cette nuit-là, allongée dans ce lit d'hôtel, j'ai regardé le plafond et je me suis demandé pourquoi j'étais venue, pourquoi je m'accrochais, pourquoi je continuais à espérer. Mais je connaissais la réponse. Parce que j'aimais. Parce qu'on n'arrête pas d'aimer quelqu'un juste parce qu'il ne vous aime plus. On continue, on espère, on se soumet, on s'efface, on accepte les miettes. Parce que les miettes, c'est toujours mieux que rien. Le 15 décembre. Le jour du mariage. Je me suis réveillée à 6 heures. La chambre d'hôtel était froide, grise. La lumière du matin filtrait à peine à travers les rideaux. J'ai regardé mon téléphone. Aucun message, aucun appel. Pas même un « bonjour mamie » d'Aurore. Je me suis levée lentement. Mon dos me faisait mal. Mes jambes étaient raides. J'ai pris une douche longue, très chaude, comme si l'eau pouvait laver cette sensation d'être de trop. Je me suis habillée. Ma robe bleue, mes chaussures neuves. Un peu de maquillage. Je me suis regardée dans le miroir. Tu es belle, Laetitia. Tu es digne. Mais mon reflet me renvoyait l'image d'une vieille femme fatiguée, qui essayait trop fort, qui voulait trop être aimée. J'ai pris mon sac. À l'intérieur, l'écrin avec la bague et l'enveloppe avec le chèque de 10 000 €. Mes mains tremblaient un peu en le touchant. C'est trop, Laetitia. Non, c'est un cadeau d'amour. Elle ne le mérite pas. Arrête, c'est ta petite fille. La cérémonie était prévue à 15 heures, au château de Montclair. Un lieu magnifique, paraît-il,
avec des jardins à la française et une chapelle du XVIIIe siècle. Le genre d'endroit où on se marie quand on veut impressionner. J'ai quitté l'hôtel vers 13 heures. J'avais du temps, trop de temps. Je ne voulais pas arriver trop tôt, mais je ne voulais pas non plus arriver en retard. Il fallait que je sois parfaite, invisible, mais présente, là, mais pas encombrante. Je me suis arrêtée dans un café. J'ai commandé un thé. Je me suis assise près de la fenêtre. Dehors, les gens passaient, pressés, vivants. Ils allaient quelque part. Ils avaient un but. Moi, j'attendais. J'attendais que l'heure passe. J'attendais d'être utile, d'être vue, d'exister dans les yeux de ma petite fille. À 14h30, je suis montée dans ma voiture. J'ai suivi le GPS jusqu'au château de Montclair. La route serpentait à travers la campagne lyonnaise. Des vignes, des collines, un ciel gris pâle. Quand je suis arrivée, j'ai vu les voitures. Des dizaines de voitures. Des BMW, des Mercedes, des Audi. Toutes neuves, toutes brillantes. Ma vieille Peugeot avait l'air misérable à côté. J'ai garé ma voiture au bout de l'allée, loin, pour ne pas déranger, pour ne pas faire tâche. J'ai pris mon sac, j'ai respiré profondément. Allez, Laetitia, c'est le mariage de ta petite fille. Souris. Le château était magnifique, une bâtisse en pierre blanche, avec des tours, des vitraux, des jardins parfaitement entretenus. Il y avait des guirlandes de fleurs blanches partout, des roses, des pivoines, des hortensias. Tout était parfait, comme dans un magazine. Les invités arrivaient, des femmes en robes élégantes, des hommes en costume. Tout le monde se connaissait, tout le monde riait, tout le monde s'embrassait. Je suis entrée, seule. Personne ne m'a saluée, personne ne m'a regardée. J'étais un fantôme. Dans le hall d'entrée, il y avait un plan de table. J'ai cherché mon nom. Laetitia Duret, table 12. Tout au fond, loin de la table d'honneur, loin d'Aurore. J'ai avalé ma salive. Ce n'est rien. C'est normal, il y a beaucoup d'invités, mais au fond de moi, je savais qu'on m'avait mise là où je ne dérangerais personne. Je suis entrée dans la chapelle, les bancs étaient déjà presque pleins. J'ai trouvé une place, au 3e rang, sur le côté. Je me suis assise, j'ai posé mon sac sur mes genoux, et j'ai attendu. Autour de moi, les gens parlaient. Tu as vu la robe de Catherine? Une horreur. Mathieu a vraiment bien réussi. Directeur marketing à 32 ans. Aurore est magnifique, elle a perdu au moins 5 kilos. Je ne parlais à personne, personne ne me parlait. J'étais juste là, assise, en attendant que ma petite fille arrive. À 15 heures précises, la musique a commencé. Un quatuor à cordes. Bach, prélude en do majeur. Magnifique. Tout le monde s'est levé. J'ai regardé vers l'entrée, et je l'ai vue. Aurore, elle était éblouissante. Sa robe était en dentelle ivoire, simple, élégante, avec une longue traîne. Ses cheveux étaient relevés en chignon, avec quelques mèches qui tombaient sur ses épaules. Elle portait un voile léger, et dans ses mains, un bouquet de roses blanches. Elle avançait au bras de Philippe, pas de son père, de Philippe, l'homme qui avait remplacé Julien. Mon cœur s'est serré. Elle aurait dû être au bras de son père. Mais Julien n'était plus là, et moi, je n'avais pas été invitée à l'accompagner. Même pas pour représenter Julien, même pas pour ça. Aurore passait devant moi. Elle souriait. Elle était radieuse. J'ai essayé de croiser son regard. Juste un instant, juste un sourire, pour qu'elle sache que j'étais là, que j'étais fière. Mais elle ne m'a pas vue. Elle regardait droit devant elle, vers Mathieu, vers son avenir. La cérémonie a commencé. Le prêtre a parlé. De l'amour, de l'engagement, de la famille. Le mariage est une union sacrée. Un lien qui unit non seulement 2 personnes, mais aussi 2 familles. 2 familles. J'ai regardé autour de moi. Du côté de Mathieu, il y avait ses parents, ses frères et sœurs, ses oncles et tantes. Ils étaient nombreux, souriants, unis. Du côté d'Aurore, il y avait Céline et Philippe, et quelques amis, mais pas de famille de Julien. Juste moi, seule, au 3e rang. Mathieu et Aurore ont échangé leurs vœux. Je promets de t'aimer, de te respecter, de te soutenir, dans les bons moments comme dans les épreuves. Aurore pleurait, des larmes de joie. Elle était heureuse, et je devrais l'être aussi. Mais je ne l'étais pas, parce que quelque chose manquait, quelque chose que je ne pouvais pas nommer, mais que je sentais, profondément. Ils se sont embrassés. Tout le monde a applaudi. Moi aussi, j'ai applaudi, j'ai souri. Mais mes mains étaient froides, et mon cœur était lourd. Après la cérémonie, nous sommes tous sortis dans le jardin. Il y avait un cocktail.
Des serveurs en costume circulaient avec des plateaux. Champagne, canapé, petit four. J'ai pris une coupe de champagne. Je ne bois presque jamais. Mais ce jour-là, j'avais besoin de quelque chose. Pour me donner du courage. Pour tenir. Aurore et Mathieu étaient entourés. Tout le monde voulait les féliciter. Les embrasser. Prendre des photos. Je me suis approchée. Lentement. J'ai attendu. J'ai attendu que la foule se disperse un peu. Enfin, j'ai réussi à m'approcher. Aurore. Elle s'est retournée. Ah, mamie. Elle m'a fait la bise. Vite. Distraitement. Tu es magnifique, ma chérie. Merci, mamie. Un sourire. Poli, mais froid. Je voulais te donner quelque chose. J'ai sorti l'enveloppe de mon sac. Tiens, c'est pour toi. Pour vous deux. Elle a pris l'enveloppe. Oh, merci, mamie. C'est gentil. Elle l'a glissée dans son sac, sans l'ouvrir, sans même demander ce que c'était. Et j'ai aussi autre chose. J'ai sorti l'écrin. Mes mains tremblaient. C'est la bague de mon arrière-grand-mère, celle que ma mère m'avait donnée. Je voulais te l'offrir, pour que tu la portes, pour que tu te souviennes. Aurore a ouvert l'écrin. Elle a regardé la bague. 1 seconde, 2 secondes, puis elle a refermé l'écrin. C'est joli, mamie. Merci. Sa voix était plate, sans émotion, comme si je venais de lui offrir un stylo. Tu la porteras? Elle a hésité. Oui, bien sûr. Un jour. Pas aujourd'hui. Pas maintenant. Un jour. Bon, mamie, excuse-moi, mais il y a encore plein de gens qui veulent me féliciter. On se voit tout à l'heure, d'accord? Oui, bien sûr. Elle est partie, avec l'écrin dans la main, avec mon enveloppe dans son sac, avec mon cœur en miettes. Je suis restée là, debout, seule, au milieu de tous ces gens. Une femme s'est approchée. Je l'avais vue au déjeuner de la veille. Une amie de Céline. Vous êtes la grand-mère d'Aurore, n'est-ce pas? Oui. Elle est magnifique. Vous devez être si fière. Oui, je le suis. La femme a souri. C'est dommage que vous habitiez si loin. Aurore me disait qu'elle ne vous voyait pas beaucoup. Mes mains se sont crispées sur ma coupe. Ah bon? Elle a dit ça? Oui. Elle disait que vous étiez... Comment elle a dit déjà? Ah oui, que vous étiez un peu distante, que vous ne vous intéressiez pas beaucoup à sa vie. Le sol s'est ouvert sous mes pieds. Je ne suis pas distante. La femme a eu l'air gênée. Oh, pardon, je ne voulais pas... Enfin, vous savez comment sont les jeunes. Ils ont leur propre perception. Elle s'est éloignée rapidement. Distante. Le mot résonnait dans ma tête. Distante. C'était moi qui appelais. C'était moi qui envoyais des messages. C'était moi qui faisais 6 heures de route. C'était moi qui avais attendu dans un restaurant vide. Et elle disait que j'étais distante. J'ai posé ma coupe de champagne. Je suis allée m'asseoir sur un banc, loin de la foule, loin des rires, loin de tout. J'ai regardé les invités. Ils riaient, ils dansaient, ils s'amusaient. Et moi, j'étais invisible. Personne ne me cherchait. Personne ne se demandait où j'étais. Personne ne s'inquiétait. Au bout d'un moment, une jeune femme s'est assise à côté de moi. Elle avait environ 30 ans. Jolie, souriante. « Bonjour, vous allez bien ?» J'ai essuyé discrètement mes yeux. « Oui, juste, fatiguée. Je comprends. Les mariages, c'est épuisant. Je m'appelle Sophie. Je suis une collègue d'Aurore. Enchantée. Je suis Laetitia, sa grand-mère. » Sophie a souri. « Ah, Aurore m'a parlé de vous. Mon cœur a bondi. »« Ah oui? Oui. Elle m'a dit que vous habitiez à Nantes, que vous aviez un grand jardin. C'est vrai. Ça doit être magnifique. » Un silence. Sophie. « Est-ce qu'elle parle souvent de moi ?» Sophie a hésité. Pas vraiment. Enfin, vous savez, au travail, on parle surtout de nos projets, de nos clients. » Oui, bien sûr. Puis Sophie a ajouté doucement, « Mais je sais qu'elle vous aime beaucoup. » Ah bon? Oui. Elle m'a dit une fois que vous étiez importante pour elle. J'ai voulu la croire. J'ai voulu croire que c'était vrai, que quelque part, au fond d'elle, Aurore m'aimait encore. Mais les mots sonnaient creux, comme une phrase de politesse, comme un mensonge gentil qu'on dit pour consoler une vieille femme. Le dîner a été servi. Table 12, tout au fond de la salle. J'étais assise entre 2 hommes que je ne connaissais pas, des collègues de Mathieu. Ils parlaient entre eux, de chiffres, de stratégie marketing, de projets. Personne ne m'a adressé la parole. J'ai mangé en silence. Le saumon était délicieux. Le vin était excellent. Mais tout avait le goût de cendre. À un moment, Aurore et Mathieu se sont levés. Ils ont fait un discours. Merci à tous d'être là. Merci à nos familles. Merci à nos amis. Aurore a regardé Céline. Elle a regardé Philippe. Elle a regardé les parents de Mathieu. Mais elle ne m'a pas regardé. Un merci spécial à maman,
qui a tout organisé. Ce mariage est magnifique grâce à toi. Tout le monde a applaudi. Céline s'est levée. Elle a embrassé Aurore. Elles ont pleuré ensemble. Et moi, j'ai applaudi aussi. Avec un sourire figé, avec ce poids sur la poitrine qui m'écrasait. Merci à maman, qui a tout organisé. Pas un mot pour moi, pas un regard, rien. Après le dîner, il y a eu la danse, la première danse des mariés, sur une chanson que je ne connaissais pas, une chanson moderne, romantique. Ils dansaient, enlacés, heureux. Puis Aurore a dansé avec Philippe, puis avec les frères de Mathieu, puis avec ses amis. Elle ne m'a pas invité à danser. Elle ne m'a même pas cherché du regard. À 22h, je suis partie, discrètement, sans dire au revoir. Personne ne m'a retenu. Personne n'a remarqué mon absence. Je suis remontée dans ma voiture. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel, lentement, comme un automate. Quand je suis arrivée dans ma chambre, j'ai enlevé ma robe. Je l'ai posée sur le lit. J'ai regardé mes chaussures neuves. Elles m'avaient fait mal toute la journée. Mais je n'avais rien dit, parce que je voulais être belle, parce que je voulais qu'Aurore soit fière de moi. Je me suis assise sur le lit. J'ai ouvert mon téléphone. J'ai regardé mes messages. Rien. Pas même un « Merci pour ta présence, mamie ». J'ai regardé l'heure. 22h30. La fête continuait sans doute. Les gens dansaient, riaient, célébraient. Et moi, j'étais seule, dans une chambre d'hôtel, à pleurer. Je pleurais parce que je venais de comprendre quelque chose que j'avais refusé de voir pendant des mois, des années peut-être. Aurore ne m'aimait plus. Ou en tout cas, pas comme je l'aimais. Pour elle, j'étais devenue une obligation, un devoir, une vieille femme encombrante qu'on invite par politesse. 10 000 €, une bague de famille, 6 heures de route, des années d'amour. Et tout ce que j'avais eu en retour, c'était un « merci, mamie », distrait. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond, en repensant à tout, au dîner manqué, au déjeuner où j'étais invisible, au mariage où j'étais oubliée. Et une pensée m'est venue, une pensée terrible, une pensée que je n'avais jamais osé formuler. Et si elle m'avait menti? Et si le dîner de fiançailles, elle l'avait fait exprès? Et si elle avait changé la date pour que je ne vienne pas? Non, c'était impossible. Aurore ne ferait jamais ça. Ma petite fille, mon trésor. Mais alors, pourquoi? Pourquoi cette distance? Pourquoi cette froideur? Pourquoi ce mépris à peine voilé? Et surtout, pourquoi avait-elle dit à cette femme que j'étais distante? Pourquoi inversait-elle les rôles? Pourquoi faisait-elle de moi la coupable? Les questions tournaient dans ma tête, sans réponse, sans repos. À 3h du matin, j'ai pris mon téléphone. J'ai écrit un message. Ma chérie, c'était une belle journée. Je suis si heureuse pour toi. Je t'aime, mamie. J'ai relu, j'ai effacé, j'ai réécrit. Aurore, merci de m'avoir invitée. C'était magnifique. Je t'embrasse fort. J'ai relu, j'ai effacé. Finalement, je n'ai rien envoyé. À quoi bon? Elle ne répondrait pas. Ou alors, elle répondrait « Merci, mamie ». 3 jours plus tard, j'ai posé mon téléphone. J'ai fermé les yeux et j'ai attendu que l'aube arrive. Le lendemain matin, je suis rentrée à Nantes. 4 heures de route dans le silence. La radio éteinte. Juste le bruit du moteur et mes pensées. Des pensées qui tournaient, sans jamais trouver de repos. Quand je suis arrivée chez moi, la maison m'a semblé encore plus vide, plus froide. Comme si elle avait compris, elle aussi, que quelque chose s'était brisé. J'ai posé ma valise dans l'entrée. Je suis allée directement dans ma chambre et je me suis allongée sur le lit, sans enlever mes chaussures, sans enlever mon manteau. J'ai juste fermé les yeux et j'ai dormi, d'un sommeil lourd, sans rêve. Quand je me suis réveillée, il faisait nuit. J'ai regardé mon téléphone. 20h. J'avais dormi presque 10 heures. Un message, enfin, de Céline. Céline. Bonjour Laetitia. Merci d'être venue au mariage. Aurore et Mathieu sont partis en voyage de noces aux Maldives. Ils rentrent dans 2 semaines. Bonne fête. Pas un mot d'Aurore. Pas même un message pour dire au revoir. Pour dire merci. Pour dire qu'elle avait reçu mes cadeaux. Rien. J'ai relu le message de Céline. Bonne fête. On était le 16 décembre. Dans 9 jours, c'était Noël. L'année dernière, Aurore m'avait appelé le 23 décembre. Mamie, je ne pourrai pas venir pour Noël. Mathieu veut que je rencontre sa famille. Mais je pense fort à toi. Ce n'est pas grave, ma chérie. L'important, c'est que tu sois heureuse. Tu es sûre? Oui, on se verra après. Mais on ne s'était pas vu après. Ni en janvier, ni en février,
ni en mars. Et maintenant, elle était aux Maldives. Sans même un message. Les jours suivants ont été étranges. J'essayais de reprendre ma routine. Le marché le mardi, le café avec Marguerite le jeudi, le jardin quand il ne pleuvait pas, mais tout me semblait vide, sans sens. Marguerite l'a remarqué. « Laetitia, vous n'allez pas bien. Racontez-moi. » Alors j'ai raconté. Le mariage, la table 12, le discours où Aurore n'avait remercié que Céline, la bague offerte avec indifférence, l'enveloppe glissée dans un sac sans même l'ouvrir. Cette femme qui m'avait dit qu'Aurore me trouvait distante. Marguerite m'a écouté en silence. Puis elle a posé sa tasse. « Laetitia, vous avez donné 10 000 euros ? » « Oui. Et elle ne vous a même pas remercié ? » ?»« Non, pas encore. »« Pas encore ? Laetitia, ça fait 4 jours. » J'ai baissé les yeux. « Marguerite, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Comment on en est arrivé là ? Vous voulez mon avis ? Oui. Votre petite fille vous prend pour acquise. Elle sait que vous l'aimez. Elle sait que vous serez toujours là. Alors, elle ne fait plus d'efforts. Mais je suis sa grand-mère. Et alors, ça ne donne pas le droit d'être ingrate. Le mot m'a frappée. Ingrate. Non, elle n'est pas ingrate. Elle est juste occupée, stressée. Marguerite a secoué la tête. Laetitia, arrêtez de vous mentir. Ces mots étaient durs, mais vrais. Le 23 décembre, j'ai reçu un message d'Aurore. Aurore. Coucou mamie. On est rentré hier. C'était génial. Les Maldives, c'est magnifique. Merci encore pour le cadeau. Bisous. 7 jours après le mariage. 7 jours pour un simple « merci encore pour le cadeau », sans préciser lequel. La bague, les 10 000 euros, elle ne savait même plus. J'ai répondu « Moi, de rien ma chérie, je suis heureuse que tu aies passé un beau voyage. Tu vas bien ?» Elle a répondu 3 heures plus tard. Aurore. Oui, super. On est crevés, mais contents. On commence à installer l'appart. Avec mes 10 000 euros, mais elle ne le mentionnait pas. Moi, c'est bien. Si tu as besoin d'aide, Aurore, c'est gentil mamie. On gère. Bisous. Et voilà. Conversation terminée. Le 24 décembre, la veille de Noël. J'étais seule chez moi. J'avais préparé un petit repas, du saumon, des pommes de terre, rien d'extraordinaire. J'ai allumé quelques bougies, mis de la musique, bac, encore, et j'ai mangé seule, à la table de la cuisine, en regardant la chaise vide en face de moi, celle où Aurore s'asseyait quand elle venait. Mon téléphone a sonné. J'ai bondi. C'était elle. Peut-être. Non, c'était Marguerite. Laetitia, venez passer le réveillon avec nous. Je ne veux pas que vous soyez seule. C'est gentil, Marguerite. Mais ça va. Non, ça ne va pas. Je viens vous chercher dans 1 heure. Et elle est venue. Elle m'a emmenée chez elle. Sa fille était là. Son gendre, ses petits-enfants. Ils m'ont accueilli avec chaleur, comme si j'étais de la famille. Les enfants ont chanté des chants de Noël. On a mangé. On a ri. Et pendant quelques heures, j'ai oublié. J'ai oublié cette douleur, cette absence, cette trahison silencieuse. Mais à minuit, quand tout le monde s'embrassait en se souhaitant « Joyeux Noël », j'ai regardé mon téléphone. Aucun message d'Aurore. Marguerite l'a remarqué. Elle s'est approchée. Elle m'a pris la main. Elle n'a rien dit. Mais ses yeux disaient tout. Le lendemain matin, le 25 décembre, j'ai reçu un message. Aurore. Joyeux Noël, mamie. À 11 heures. Pas à minuit. Pas le matin au réveil. À 11 heures. Comme une corvée qu'on accomplit. J'ai répondu. Moi. Joyeux Noël, ma chérie. Je t'embrasse fort. Elle n'a pas répondu. Ce jour-là, j'ai compris. Vraiment compris. Ce n'était pas de la négligence. Ce n'était pas du stress. Ce n'était pas de l'oubli. C'était du mépris. Subtil. Élégant. Mais du mépris quand même. Aurore m'avait effacé de sa vie. Petit à petit. Sans bruit. Sans conflit. Juste, en ne répondant plus. En ne venant plus. En ne donnant plus. Et moi, j'avais tout accepté. Parce que je l'aimais. Parce que j'avais peur de la perdre. Parce que je pensais que si je me faisais plus petite, plus discrète, plus accommodante, elle finirait par revenir. Mais elle n'était pas revenue. Au contraire, plus je donnais, moins elle prenait. Plus j'appelais, moins elle répondait. Plus j'espérais, plus elle s'éloignait. Cette nuit-là, je suis descendue au salon. J'ai allumé la lumière, j'ai regardé toutes ces photos sur la cheminée. Aurore à 2 ans, Aurore à 8 ans, Aurore à 16 ans, Aurore à 20 ans. Merci d'être ma maison. J'ai pris cette photo, je l'ai retournée, et j'ai pleuré, parce que j'avais été sa maison, pendant des années. Mais maintenant, elle en avait une
Une maison sans moi. Une vie sans moi. Et le pire, c'est qu'elle ne me l'avait même pas dit. Elle m'avait juste abandonné. En silence. Sans explication. Sans adieu. Le lendemain, j'ai reçu un appel. Un numéro que je ne connaissais pas. Allô? Madame Duret? Oui. Bonjour. Je suis Julie Marchand, de la Banque Populaire. Je vous appelle au sujet du chèque de 10 000 € que vous avez émis le 15 décembre. Mon cœur s'est arrêté. Oui? Il vient d'être encaissé hier. Je voulais juste vérifier avec vous que tout était normal. Oui, c'est normal. C'est un cadeau pour ma petite fille. Très bien. Je vous remercie. Bonne journée, madame. Elle avait encaissé le chèque le 26 décembre, le lendemain de Noël, sans même me remercier, sans même me demander. 10 000 €, toutes mes économies, envolées, et pas un mot, pas un merci, rien. J'ai raccroché, je me suis assise, et j'ai compris qu'elle ne m'aimait plus, qu'elle ne me respectait plus, qu'elle me voyait juste comme une source, un distributeur, une vieille femme qu'on appelle quand on a besoin d'argent. Et cette vérité, froide et brutale, m'a frappée comme une gifle. Le 2 janvier, j'ai pris une décision. J'allais appeler Aurore, pas pour me plaindre, pas pour accuser, juste pour comprendre, pour avoir une vraie conversation. Une dernière chance. J'ai composé son numéro. Mon cœur battait fort, trop fort. Elle a décroché à la 5e sonnerie. Allô? Sa voix était distraite. Bonjour ma chérie, c'est mamie. Ah, salut mamie. Un silence. Ça va? Oui, et toi? Oui, on est en train de monter des meubles. C'est un peu le bazar. J'ai respiré profondément. Aurore, je voulais te parler. Ah, de quoi? De nous. De ce qui s'est passé ces derniers mois. Un silence. Je ne comprends pas, mamie. Je sens que tu es distante, que tu ne m'appelles plus, que... Elle a soupiré, fort, avec agacement. Mamie, j'ai une vie maintenant. Je suis mariée. J'ai un appartement, un travail. Je ne peux pas t'appeler tous les jours. Je ne te demande pas de m'appeler tous les jours. Juste, de temps en temps. Comme avant. Comme avant? Mamie, j'avais 20 ans avant. Maintenant, j'en ai 21. Les choses changent. Ces mots étaient froids, tranchants. Je sais que les choses changent, ma chérie. Mais, pour le mariage, j'aurais aimé être plus impliquée. Tu étais là? Oui, mais à la table 12, loin de toi. Et dans ton discours, tu n'as remercié que Céline. Un long silence. Mamie, maman a tout organisé. C'est normal que je la remercie. Et moi, les 10 000 € que je t'ai donnés, la bague de mon arrière-grand-mère, ça ne compte pas? Sa voix est devenue glaciale. Ah, on y est. Tu veux qu'on te remercie pour l'argent, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Je veux juste que tu me vois, que tu me reconnaisses. Je t'ai dit merci, mamie. 7 jours après, par message. Un silence lourd. Écoute, mamie, je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. J'ai été débordée. Le mariage, le voyage, l'emménagement. Je suis désolée si je n'ai pas été assez présente pour toi, assez présente pour moi. Comme si j'étais une charge, un fardeau. Aurore, pour le dîner de fiançailles? Quoi, le dîner de fiançailles? Tu m'avais dit le 16. Sur l'invitation, c'était écrit le 16, mais c'était le 15. Un silence. Mamie, je t'avais envoyé un message pour te prévenir. Non, je n'ai reçu aucun message. Si, je te jure. Aurore, j'ai vérifié. Il n'y a rien. Elle a haussé la voix. Eh bien, je ne sais pas quoi te dire. Peut-être que ton téléphone a merdé. Ou peut-être que tu ne sais pas lire tes messages. Ces mots m'ont frappé comme une claque. Aurore, quoi? Pourquoi tu me parles comme ça? Parce que j'en ai marre, mamie. Marre que tu me fasses culpabiliser tout le temps. Je ne te fais pas culpabiliser. Si, tu m'appelles sans arrêt. Tu me poses des questions. Tu veux savoir ce que je fais. Avec qui? Pourquoi je ne viens pas te voir? C'est étouffant. Étouffant. J'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose de définitif. Étouffant. J'ai répété le mot, doucement, comme pour m'assurer que j'avais bien entendu. Oui, mamie. Étouffant. Depuis que papa est mort, tu t'accroches à moi, comme si j'étais tout ce qui te restait. Mais moi, j'ai ma vie, ma propre vie. Les larmes coulaient sur mes joues, mais ma voix était calme, terriblement calme. Tu as raison, Aurore. Je me suis accrochée à toi. Parce que tu étais tout ce qui me restait de Julien. Parce que je t'aimais. Parce que je pensais que toi aussi tu m'aimais. Mais je t'aime, mamie. Non, tu m'aimes par devoir, par obligation. Mais tu ne m'aimes pas vraiment. C'est n'importe quoi. Alors pourquoi tu ne m'appelles jamais? Pourquoi tu réponds à mes messages 3 jours plus tard?
Pourquoi tu as encaissé mes 10 000 euros sans même me remercier vraiment? Un silence, long, pesant. Mamie, je ne sais pas quoi te dire. Alors ne dis rien. Ma voix tremblait, mais j'ai continué. Je vais te laisser vivre ta vie, Aurore. Je ne t'appellerai plus. Je ne t'enverrai plus de messages. Je ne te dérangerai plus. Mamie, ne fais pas ça. Pourquoi? Ça te changera quoi? De toute façon, tu ne réponds jamais. Tu es injuste. Injuste? J'ai ri. Un rire amer, triste. 6 heures de route pour un dîner qui avait eu lieu la veille. Une table au fond de la salle pour ton mariage. Pas un regard, pas un merci. Et moi, je suis injuste? Mamie? Non, Aurore. Ça suffit. J'ai compris. Tu as fait ta vie. Sans moi. Et c'est ton droit. Mais moi aussi, j'ai le droit de protéger mon cœur. Elle ne disait rien. Je te souhaite d'être heureuse, ma chérie. Vraiment. Avec Mathieu. Dans ta belle vie. Mais je ne peux plus. Je ne peux plus continuer à mendier ton affection. J'ai raccroché. Doucement. Sans colère. Juste, avec une tristesse infinie. Mon téléphone a sonné. C'était elle. Je n'ai pas décroché. Elle a rappelé, encore et encore. Puis elle a envoyé un message. Aurore, mamie, décroche s'il te plaît. J'ai éteint mon téléphone. Je l'ai posé sur la table. Et je suis montée dans ma chambre. Je me suis allongée sur le lit. J'ai regardé le plafond. Et j'ai pleuré. Pas des sanglots. Juste des larmes silencieuses. Qui coulaient. Encore et encore. J'avais tout perdu. Julien, mon mari. Et maintenant, Aurore, il ne me restait rien. Personne. Juste cette maison vide. Et ces souvenirs qui me déchiraient. Mais quelque part, au fond de moi, je savais. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Parce que l'amour ne doit pas détruire. L'amour doit élever. Et ce qu'Aurore me donnait, ce n'était pas de l'amour. C'était de l'indifférence, enrobée de politesse. Et je ne pouvais plus accepter ça. Je ne pouvais plus me contenter de miettes. Je ne pouvais plus me perdre pour quelqu'un qui ne me voyait même plus. Alors j'ai fait le choix le plus difficile de ma vie. J'ai lâché prise. Les jours suivants ont été étranges. J'attendais quelque chose. Un appel, un message, des excuses. Mais rien n'est venu. Aurore n'a pas insisté. Elle n'a pas cherché à me voir. Elle n'a pas écrit de longues lettres pour s'expliquer. Silence. Juste le silence. Et c'est ce silence qui m'a tout confirmé. Si elle m'avait vraiment aimé, elle se serait battue. Elle aurait pris le train. Elle serait venue sonner à ma porte. Elle aurait pleuré. Elle aurait dit « Mamie, pardon, je ne veux pas te perdre. » Mais elle n'a rien fait. Parce qu'au fond, elle était soulagée. Soulagée que je disparaisse. Soulagée de ne plus avoir cette obligation. Cette vieille femme qui appelait, qui demandait, qui aimait trop. Une semaine après notre conversation, j'ai reçu un message. De Céline. Céline. Bonjour Laetitia. Aurore m'a dit que vous vous étiez disputés. Je pense que vous avez tous les deux besoin de temps. Prenez soin de vous. Tous les deux besoin de temps. Comme si c'était équitable. Comme si j'avais fait quelque chose de mal. J'ai répondu. Moi. Bonjour Céline. Il n'y a pas eu de dispute. J'ai simplement dit la vérité. Et la vérité, c'est qu'Aurore n'a plus besoin de moi. Je respecte son choix. Elle n'a jamais répondu. Ce jour-là, j'ai pris une décision. Une décision calme, réfléchie, définitive. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai rédigé un email à ma banque. Madame, monsieur, je souhaite modifier les bénéficiaires de mon assurance vie. Pourriez-vous me transmettre les documents nécessaires? Cordialement, Laetitia Duret. 2 jours plus tard, j'ai reçu les papiers. Je les ai remplis. Calmement, sans colère. Avant, Aurore était ma seule héritière. Tout ce que je possédais devait lui revenir. La maison, mes économies, tout. Mais maintenant, j'ai divisé. 1/3 à une association pour les enfants orphelins. 1/3 à Marguerite, qui m'avait soutenue comme une vraie famille. 1/3 à Aurore. Juste 1/3. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Aurore avait choisi de m'exclure de sa vie. Alors je l'excluais de mon héritage. Partiellement, proportionnellement à la place qu'elle m'avait donnée. J'ai signé les papiers. Je les ai postés. Et j'ai ressenti quelque chose. Pas de la satisfaction, pas de la joie, juste une forme de paix. La paix de quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie, de ses choix, de sa dignité. J'ai aussi fait autre chose, quelque chose que je n'avais jamais osé faire. J'ai appelé une agence de voyage. « Bonjour, je voudrais réserver un séjour. »« Oui, madame. Où souhaitez-vous aller ?»« En Italie, à Florence. »« Pour combien de personnes ?»« 1. Juste moi. J'avais toujours rêvé de voir Florence, les musées, les églises, les ponts. Julien voulait m'y emmener. « Un jour, maman, on ira ensemble. »
Mais ce jour n'était jamais venu. Et après sa mort, j'avais renoncé. Parce que voyager seul me semblait triste. Parce que je gardais mon argent pour Aurore. Parce que je vivais pour elle. Mais maintenant, je n'avais plus personne pour qui attendre. Plus personne pour qui économiser. Plus personne pour qui m'effacer. Alors, j'ai réservé. 2 semaines en mars. Un petit hôtel près du Ponte Vecchio. Quand j'ai raccroché, j'ai souri. Pour la première fois depuis des mois. Un vrai sourire. En février, j'ai reçu un message d'Aurore. Aurore, mamie, ça fait plus d'1 mois. Tu ne veux vraiment plus me parler. J'ai regardé le message. Longtemps. Une partie de moi voulait répondre. Voulait dire, bien sûr que je veux te parler. Tu me manques. Mais l'autre partie, celle qui avait appris, celle qui avait compris, disait, non. J'ai répondu. Moi. Bonjour Aurore, je ne suis pas en colère contre toi, mais j'ai compris que nous n'avions plus la même relation. Tu as ta vie, et j'ai la mienne. Je te souhaite d'être heureuse. Mamie. Court, poli, définitif. Elle a répondu immédiatement. Aurore, mamie, tu es vraiment injuste. Je t'aime. Je t'aime. Ces mots que j'avais tant attendus. Ces mots qui, il y a quelques mois, m'auraient fait fondre. Mais maintenant, ils sonnaient creux, comme une phrase automatique. Comme un dernier effort pour garder la façade. J'ai répondu. Moi. Si tu m'aimais vraiment, ma chérie, tu l'aurais montré. Les mots sans les actes ne sont que du vent. Prends soin de toi. Et j'ai bloqué son numéro. Pas par méchanceté, pas par vengeance, mais pour me protéger. Parce que chaque message d'elle rouvrait la plaie. Chaque mamie me déchirait. Et je ne pouvais plus vivre comme ça. En mars, je suis partie pour Florence, seule, avec une petite valise. Et un cœur encore fragile, mais libre. J'ai marché dans les rues pavées. J'ai visité la galerie des Offices. J'ai regardé le David de Michel-Ange. J'ai pleuré devant la beauté. Mais cette fois, c'était des larmes différentes, des larmes de libération. Un soir, assise sur un banc près de l'Arnaud, j'ai regardé le coucher de soleil. Le ciel était rose et or. Les reflets dansaient sur l'eau. Et j'ai pensé à Julien, à mon mari, à tout ce que j'avais perdu. Mais j'ai aussi pensé à moi. À cette femme de 62 ans, qui avait donné tant d'amour et qui méritait d'en recevoir. Et j'ai compris quelque chose. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. On peut donner. Donner encore. Donner toujours. Mais si l'autre ne veut pas recevoir, il faut savoir partir. Avec dignité, avec tristesse, mais avec dignité. Parce que l'amour vrai, ce n'est pas s'oublier pour l'autre. C'est se respecter soi-même, même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. Ce soir-là, sur ce banc à Florence, j'ai fait une promesse. À moi-même, je ne m'en dirai plus jamais l'amour de quelqu'un. Je ne m'effacerai plus. Je vivrai. Pour moi. Et pour la première fois depuis la mort de Julien, j'ai ressenti quelque chose. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de fragile, mais de réel. L'espoir. Pas l'espoir qu'Aurore revienne. Pas l'espoir d'être aimée par elle. Non, l'espoir que je pouvais être heureuse. Seule, mais heureuse. 6 mois ont passé. 6 mois pendant lesquels j'ai appris à vivre autrement. Je me suis inscrite à un club de lecture. J'ai recommencé à peindre, une passion que j'avais abandonnée depuis des années. J'ai pris soin de mon jardin. J'ai invité Marguerite à dîner tous les vendredis. Ma vie n'était pas remplie de grand bonheur, mais elle était calme, stable, et surtout, elle était mienne. Je ne pensais plus à Aurore tous les jours. Parfois, oui, quand je voyais une jeune femme qui lui ressemblait, quand j'entendais une chanson qu'elle aimait, quand je passais devant sa chambre, toujours fermée, mais la douleur s'était apaisée. Elle était encore là, mais elle ne me dévorait plus. Un matin de septembre, j'ai reçu un appel, un numéro inconnu. J'ai décroché. Allô? Madame Duret? Oui. Bonjour, je suis maître Blanchard, notaire à Lyon. J'appelle de la part de Madame Céline Mercier. Mon cœur s'est arrêté. Céline? Il lui est arrivé quelque chose? Non, non, rassurez-vous, mais elle souhaite vous parler. Elle m'a demandé de vous transmettre son numéro. Puis-je? Oui. Il m'a donné le numéro. J'ai noté. J'ai remercié. J'ai raccroché. Pourquoi Céline voulait-elle me parler? Pourquoi passer par un notaire? J'ai attendu 1 heure, puis j'ai appelé. Céline a décroché immédiatement. Allô, Laetitia? Oui. Bonjour Céline. Merci d'appeler. Il faut que je vous parle. Sa voix tremblait. Que se passe-t-il? C'est Aurore. Mon sang s'est glacé. Elle va bien? Physiquement, oui, mais Laetitia, elle ne va pas bien. Que voulez-vous dire? Céline a pris une grande inspiration. Mathieu l'a quittée. Il y a 2 mois. Silence. Il l'a quittée? Oui, il a rencontré quelqu'un d'autre.
une collègue de travail. Il est parti du jour au lendemain. Mon Dieu! Et ce n'est pas tout. L'appartement, c'était au nom de Mathieu. Aurore a dû partir. Elle est revenue vivre chez nous. Je ne savais pas quoi dire. Une part de moi ressentait de la tristesse, mais une autre part, celle qui avait tant souffert, restait silencieuse. Laetitia, elle demande après vous. Ah bon? Oui. Elle pleure tous les soirs. Elle dit qu'elle a tout perdu. Son mari, son appartement, et vous. Et vous m'appelez pour vous demander de lui pardonner, de revenir dans sa vie. Elle a besoin de vous. J'ai fermé les yeux. Céline. Aurore ne m'a pas contactée depuis 7 mois. 7 mois pendant lesquels elle savait très bien où me trouver. Elle avait honte. Honte de quoi? De m'avoir traité comme on traite un distributeur automatique? Céline a hésité. Laetitia, je sais qu'elle n'a pas été correcte avec vous. Je le sais. Mais elle est jeune. Elle a fait des erreurs. Elle a 22 ans, Céline. Pas 12. Un silence. S'il vous plaît, Laetitia. Appelez-la. Non. Non? Non. Si Aurore veut me parler, elle sait où je suis. Elle a mon numéro. Elle peut prendre le train. Elle peut venir sonner à ma porte. Mais, Céline, j'ai passé 1 an à mendier son attention, à appeler, à supplier, à me faire toute petite. Maintenant, c'est terminé. Si elle veut me voir, elle doit faire le premier pas. Un vrai pas. Céline a soupiré. Vous êtes dure. Non, je suis digne. Et j'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai pensé à Aurore, à cette jeune femme qui avait tout eu. Un mariage magnifique, un appartement, de l'argent. Et qui avait tout perdu? Je ne me réjouissais pas de son malheur. Non, mais je ne pleurais pas non plus, parce que la vie, parfois, nous enseigne, elle nous montre, elle nous rend ce qu'on a donné. Aurore avait donné de l'indifférence, de la froideur, du mépris, et maintenant, c'était elle qui se retrouvait seule, abandonnée, trahie. La vie avait fait son travail, sans moi, sans vengeance, juste la logique implacable des conséquences. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre, une vraie lettre, manuscrite, l'écriture d'Aurore. J'ai hésité à l'ouvrir, longtemps, puis je l'ai fait. Chère mamie, je ne sais pas si tu liras cette lettre, je ne sais même pas si tu as encore envie d'entendre parler de moi, mais je dois essayer. Maman t'a sûrement dit pour Mathieu, pour l'appartement, pour tout. Je ne vais pas te mentir, je suis effondrée. J'ai l'impression que ma vie s'est écroulée en quelques jours. Mais le pire, mamie, le pire, c'est de réaliser que j'ai perdu la seule personne qui m'aimait vraiment, toi. J'ai passé des mois à me dire que tu exagérais, que tu étais trop collante, que tu ne comprenais pas que j'avais ma vie. Mais maintenant que je suis seule, maintenant que Mathieu est parti sans même se retourner, je comprends. Je comprends que toi, tu ne serais jamais parti, que toi, tu m'aurais toujours soutenue, que toi, tu m'aimais sans condition. Et moi, je t'ai traité comme si tu ne comptais pas. Je t'ai traité comme si ton amour était acquis, comme si tu serais toujours là, quoi que je fasse. J'avais tort, et je suis désolée, tellement désolée. Je ne te demande pas de tout oublier. Je ne te demande même pas de me pardonner tout de suite. Je te demande juste une chance de te prouver que j'ai compris, que j'ai changé. Je t'aime, mamie. Aurore. J'ai replié la lettre, lentement. Mes mains tremblaient. C'était ce que j'avais attendu pendant des mois. Des excuses, de la reconnaissance, de l'amour. Mais maintenant qu'elles étaient là, je ne savais pas quoi en faire, parce qu'une partie de moi doutait de la sincérité. Aurore était-elle vraiment désolée? Ou était-elle juste seule et désespérée? Voulait-elle vraiment me retrouver? Ou voulait-elle juste retrouver quelqu'un qui l'aimait? J'ai posé la lettre sur la table, et je suis sortie marcher. Le soleil se couchait. Les rues étaient calmes. J'ai marché jusqu'au parc. Je me suis assise sur un banc, et j'ai réfléchi. Toute ma vie, j'avais donné. À mon mari, à mon fils, à ma petite fille. Et maintenant, pour la première fois, je devais choisir. Choisir entre mon amour pour elle et mon respect pour moi. Donner une chance à Aurore, c'était risquer de tout revivre. Les déceptions, les silences, la douleur. Mais ne pas lui donner de chance, c'était peut-être perdre la dernière opportunité de retrouver cette petite fille que j'avais tant aimée. J'ai regardé le ciel. Les étoiles commençaient à apparaître. Et j'ai compris. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Mais je savais une chose. Quelle que soit ma décision, elle serait prise avec dignité. Pas avec désespoir, pas avec besoin, mais avec lucidité. Parce que j'avais appris. J'avais appris que l'amour ne devait jamais nous détruire. Que la bonté ne devait jamais devenir de la faiblesse. Et que pardonner ne signifiait pas oublier. Aurore avait perdu Mathieu. Elle avait perdu son appartement.
Elle avait perdu sa vie parfaite. Et maintenant, elle comprenait. Elle comprenait ce que c'était de perdre quelqu'un, de regretter, de supplier. La vie lui avait enseigné ce que mes mots n'avaient jamais pu faire. Et moi, j'avais appris aussi. J'avais appris à me respecter, à poser des limites, à ne plus accepter l'inacceptable. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai rangé la lettre d'Aurore dans un tiroir, sans y répondre. Pas encore, parce que le temps ferait son travail. Le temps me dirait si Aurore était sincère, ou si elle avait juste besoin d'un refuge. Et quoi qu'il arrive, je savais. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, en partant, en me respectant, en lui montrant qu'on ne peut pas traiter les gens comme des objets. La justice n'était pas venue de moi, elle était venue de la vie elle-même. Naturellement, inévitablement, comme elle vient toujours, pour ceux qui donnent du mépris, pour ceux qui oublient d'aimer. 3 mois ont passé depuis la lettre, 3 mois pendant lesquels je n'ai pas répondu. Puis, un matin de décembre, Aurore est venue, sans prévenir. Elle a sonné à ma porte. Quand j'ai ouvert, elle était là, sur le seuil, les yeux rouges, amaigris, avec un petit sac de voyage. « Mamie !» Sa voix s'est brisée. On est resté comme ça, face à face, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis, j'ai fait un pas de côté. « Entre, il fait froid. » Elle est entrée, lentement, comme si elle craignait que je change d'avis. On s'est assise dans la cuisine, j'ai préparé du thé, en silence. « Je sais que je n'aurais pas dû venir comme ça, » elle a dit doucement. « Mais je ne savais plus quoi faire. Tu as reçu ma lettre ? » ?»« Oui. » »« Et tu ne voulais pas répondre. Je voulais voir si tu viendrais. » Elle a baissé les yeux. « Je suis venue te demander pardon. Pas parce que j'ai besoin de toi. Enfin si, j'ai besoin de toi. Mais surtout parce que j'ai compris. J'ai compris ce que tu as vécu, ce que je t'ai fait. J'ai regardé cette jeune femme devant moi, cette petite fille que j'avais tant aimée, qui avait tant souffert aussi. Aurore, je t'ai pardonné il y a longtemps. Mais pardonner ne veut pas dire oublier, ne veut pas dire accepter de revivre la même chose. Je sais, et je ne te demande pas de tout oublier. Je te demande juste de me laisser te prouver que j'ai changé. J'ai bu une gorgée de thé. Comment vas-tu me le prouver ? En étant là, en t'appelant, en venant te voir, sans attendre que tu me supplies. Ces mots étaient simples, mais ils sonnaient justes. Et si un jour tu rencontres quelqu'un d'autre, si ta vie redevient belle, est-ce que tu m'oublieras encore ? Elle a secoué la tête. Des larmes coulèrent sur ses joues. Non, mamie. Parce que j'ai compris quelque chose. Les gens qui t'aiment par intérêt partent, mais ceux qui t'aiment vraiment restent. Toi, tu es resté. Même quand je ne le méritais pas. Je ne dis rien, parce que je n'avais rien à dire, parce que le temps dirait si elle était sincère. Tu peux dormir dans ta chambre ce soir, j'ai dit finalement. Mais demain, tu rentres chez ta mère. D'accord ? Et si tu veux qu'on se revoie, tu m'appelleras. 1 fois par semaine. Pas moins. Je le ferai. Et tu viendras me voir. Pas quand tu auras besoin de quelque chose. Juste pour me voir. Je le promets. Ce soir-là, Aurore a dormi dans sa chambre, celle qui était restée fermée pendant des mois. Le lendemain matin, avant de partir, elle m'a serré dans ses bras, fort, longtemps. Merci, mamie. Merci de me donner une chance. Je ne te la donne pas, ma chérie. C'est toi qui te la donnes. Ne la gâche pas. Elle est partie. Et moi, je suis restée, dans cette maison, qui n'était plus vide, mais qui n'était plus pleine non plus. Juste, en attente, en observation, en espérance prudente, parce que j'avais appris. J'avais appris qu'on ne peut pas forcer l'amour, qu'on ne peut pas mendier le respect, qu'on ne peut pas s'oublier pour l'autre. Mais j'avais aussi appris qu'on peut donner une seconde chance, sans naïveté, sans oubli, avec lucidité. Aurore m'appelle maintenant, toutes les semaines, parfois plus. Elle vient me voir, elle m'apporte des fleurs, elle reste dîner, elle me raconte sa vie. Et moi, je l'écoute, mais différemment. Avec amour, oui, mais aussi avec distance, avec cette sagesse qu'on acquiert quand on a survécu à la trahison. Je ne sais pas si notre relation redeviendra ce qu'elle était. Peut-être que non, peut-être que oui. Mais je sais une chose, je ne me perdrai plus jamais pour quelqu'un. Même si je l'aime, surtout si je l'aime, parce que l'amour vrai ne détruit pas, il élève. Et si quelqu'un vous fait sentir petit, invisible, inutile, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'indifférence. Et l'indifférence, on ne la mérite jamais. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour,
Une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.